Salut, ici Marianne l'agroforestière. Cette semaine, je te parle de l'univers de Mario Bros. Oui, on se retrouve après ceci. Elle est en 1900 quelque chose et elle sentait la rose. Elle récolte son foin à l'ombre de gros sapins. Amoureuse des abeilles, elle en perd son sommeil. C'est Marianne Brière, Ah, qui ne connaît pas l'univers de Mario Bros? Si tu ne connais pas minimalement le personnage de Mario Bros, t'es un petit peu mort en dedans, je te l'annonce aujourd'hui en primeur. Sans joke, qui n'a jamais eu de contact avec l'univers de Mario Bros, qui n'a jamais joué à Mario Kart ou qui n'a jamais joué à Mario Party? Sûrement pas grand monde. Ça existe quand même depuis 1983. Puis pourquoi je te parle de Mario Bros aujourd'hui, c'est qu'un des personnages qui s'appelle Toad ressemble beaucoup à un champignon, mais il y a un gros débat sur Internet qui dit que certaines personnes sont dans le clan chapeau, certaines personnes sont dans le clan champignon, donc le personnage serait lui-même un champignon. Donc, qui est Toad au final? En fait, Toad, c'est une espèce de personnage comme les Yoshi, qui est un petit peu le petit dinosaure vert, si jamais t'es un petit peu mort en dedans parce que tu connais pas Mario Bros. Puis au Japon, le personnage Toad s'appelle Kinopio, qui est en fait un mélange entre le mot Kinoko, qui veut dire champignon, et Pinocchio, qui veut dire vrai garçon. Donc, en fait, le Toad au Japon, là, qui est la langue originale du jeu, si on veut, s'appelle Kinopio. Puis en anglais, Toad, c'est pour Toadstool, qui désigne un champignon avec ce type de chapeau. Donc, Toad est un champignon. Pourquoi est-ce que je t'ai parlé de Toad en intro? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, je veux te parler de champignons. Au Québec, on n'est pas un peuple avec une grande culture culinaire. Pourquoi est-ce que je me permets de dire ça? C'est parce que quand j'ai fait un stage en France il y a déjà presque 4 ans, on m'avait demandé, en fait, c'était quoi les spécialités culinaires du Québec. Quand j'y ai pensé, j'étais un peu gênée de dire steak, blé d'Inde, patate ou des bines dans le sirop d'érable. On s'entend que, comparativement à la culture culinaire française, donc des pâtes, des fromages, du vin et tout ça, ça faisait un peu pic-pic mon affaire. Bon, évidemment, on commence à développer de plus en plus notre goût pour les bons vins, les bons fromages au Québec, mais les champignons, on est encore à l'étape du champignon de Paris, a.k.a. le champignon blanc. Puis combien de personnes n'aiment pas les champignons? J'en entends souvent parler. Puis étant donné que je produis des champignons, souvent les gens me disent « Arc, moi j'aime pas ça, les champignons ». Mais il en existe plein d'autres qui sont vraiment meilleurs. Faut juste avoir un peu le courage d'y goûter. En fait, je produis avec mon père des shiitake, qui est d'ailleurs le 2e champignon le plus produit au monde. Est-ce que tu le connais? Peut-être que oui, mais je pencherais plus sur le peut-être que non. Tellement c'est peu connu au Québec, mon père s'est déjà fait dire par un monsieur qu'il vendait du poison. Mais le pire dans tout ça, c'est que la femme du monsieur, elle nous en a acheté pareil. Je sais pas si c'était pour lui fermer la trappe ou pour le contrarier ou tout simplement pour y goûter, mais ça, l'histoire le dit pas. Avant que je te raconte un peu l'histoire du shiitake, je vais mettre quelque chose au clair. Des champignons, ça se mange cuit. Tout simplement parce que certains champignons comestibles produisent des petites toxines qui sont rendues inoffensives par la cuisson. Sinon, dis bonjour à Madame la Toilette, le temps d'une intoxication alimentaire. Le champignon blanc, ou le champignon de Paris, c'est à peu près le seul que tu peux manger en trempette. Même si le shiitake, c'est pas un aliment super populaire encore au Québec, c'est quand même un champignon qui est dégusté depuis des centaines d'années en Asie, surtout à cause de ses propriétés liées à la santé. C'est une bonne source de sélénium, fer, vitamine C, protéines et fibres. Puis en Amérique, en fait, on l'apprécie surtout pour ses propriétés culinaires. C'est un champignon vraiment à la texture plus viandeuse qui ressemble beaucoup aux poissons qui ne font pas à la cuisson. Je veux dire, exemple que dans ta poêle, avec du beurre, tu mets la taille d'une paume de main dans ta poêle pour faire cuire de champignons de Paris, par exemple. Probablement que tu vas avoir en volume
moins que ça à la fin de la cuisson. Tandis que le shiitake, ils font pas à la cuisson. Fait que si tu mets la quantité d'une paume de main dans ta poêlonne, que tu fais la cuisson, eh bien, il va te rester à la fin de ta cuisson la même quantité que tu as mis au départ. C'est pas un champignon qu'ils font. Donc, t'en as quand même pour ton argent quand tu achètes ce genre de champignons-là. Comment ça se passe un petit peu, là, grosso modo, la vie d'un champignon, si on veut? Le champignon, il commence sa vie sous forme de mycélium. C'est un peu l'équivalent d'un bébé champignon, si on veut. Puis le mycélium, c'est un réseau invisible de filaments qui va se disperser dans le substrat dans lequel il est inoculé. Puis le mycélium, il va digérer le bois, il va le convertir en tissu fongique. Puis une fois que le bois va être assez colonisé, le fruit va sortir. Puis le fruit, c'est le champignon. Le champignon, ensuite, il va produire des spores qui vont se disperser pour aller coloniser un autre substrat de bois. Il y a deux façons de faire la culture de shiitake. La première, c'est sur billes de bois naturelles. Puis la deuxième, c'est sur billes de bois, billes synthétiques. Fait que c'est un mélange de sec, de copeaux, de bois, puis de toutes sortes de trucs, en fait, pour alimenter le champignon puis lui donner des nutriments pour qu'il puisse pousser. De manière traditionnelle, il était cultivé sur un arbre qui s'appelle le Castanopsis cuspidata. Puis il faut savoir que le mot shiitake, ça vient du shii tree, donc qui est l'arbre que je viens de vous dire en latin. Je ne le répéterai pas pour être sûr de ne pas trop encore scraper vos oreilles avec son nom. Puis le mot take veut dire fungus of, champignon de. Donc en fait, shiitake, ça veut dire champignon de l'arbre shi. Il pousse quand même sur plusieurs espèces d'arbres ici au Québec. Nous, on l'inocule sur du bouleau blanc, du bouleau jaune, du hêtre, de l'érable rouge, de l'érable à sucre et il va pousser aussi sur du chêne. Puis, en fait, la manière que nous, on fait ça, il y a toutes sortes de façons de le faire, mais nous, on le fait sur billes de bois naturelles parce que on est propriétaire d'une terre forestière, donc on a accès à cette ressource-là. Puis, on a un environnement qui nous le permet parce qu'il faut quand même de l'humidité, il faut de l'ombre, donc il faut vraiment tout un ensemble de facteurs pour réussir à faire la culture. Donc, si on commence aux premières étapes du cycle de production, au départ, à l'hiver, on commence à couper les arbres qui commencent à être malades, sont pas en bon état, ils sont dans le chemin. Donc, c'est des arbres qui restent relativement sains parce qu'on peut pas prendre des arbres morts, en fait. Le champignon a besoin de nutriments. Dans les arbres morts, le shiitake est quand même un champignon qui est demandant en nutriments. Donc, il faut vraiment quand même un arbre sain. Donc, on le coupe à l'hiver pour ensuite le découper en billes d'à peu près 3 à 4 pieds de long. Puis, pourquoi est-ce qu'on le coupe l'hiver puis qu'on laisse les billes, en fait, sur place jusqu'au printemps? C'est que l'arbre doit quand même se défaire de son système immunitaire. Donc, pour que le champignon puisse s'installer convenablement quand nous, on va l'inoculer, il faut que les défenses immunitaires de l'arbre ne soient plus présentes parce que sinon, notre travail il va servir carrément à rien. Une fois le printemps arrivé, on ramasse toutes les billes qu'on a fait pendant l'hiver, on emmène ça proche de notre abri forestier. Puis là, c'est là que le vrai fun commence. C'est vraiment notre gros rush, en fait, au niveau de cette production-là, c'est au printemps. Il faut inoculer les billes. Donc, ça consiste en quoi inoculer? On commence par faire des trous sur tout le tour, en fait, des billes de bois avec j'ai un grinder en tête, là, mais ça en fait. Bon, évidemment, le nom m'échappe, là, mais c'est comme une drill là, électrique, en fait, puis on fait plein de trous, un à la suite de l'autre, tout autour de la bille. On fait sûrement comme à peu près 4 faces là, la plupart du temps. Puis on va prendre le champignon sous forme de mycélium. Ça, c'est pas nous qui le produit. On l'achète d'un fournisseur parce que il y a des gens beaucoup plus compétents pour créer le mycélium que nous. Puis on aime aussi essayer différentes variétés au niveau des températures. Il y a des variétés froides, des variétés chaudes. Il y a le wild range qu'on appelle aussi. Donc, ça nous permet en fait d'avoir une plus grande diversité, de se procurer le mycélium chez un fournisseur. Donc, avec ce qu'on appelle un inoculateur, on plante l'inoculateur dans le mycélium, ce qui fait que ça récolte une certaine quantité. On expulse ensuite le mycélium de l'inoculateur avec... on fait juste taper, en fait, dessus, puis ça fait sortir le mycélium là, grâce à un ressort. On met ça dans les trous.
Une fois que tous les trous sont bouchés, sont remplis de mycélium, on va aller refermer le dessus avec une couche de cire. Cette couche de cire-là, en fait, va servir un peu à recréer l'écorce de l'arbre qu'on a abîmé en faisant le trou, parce qu'en fait, le champignon, le mycélium ne doit pas sécher pour pouvoir pousser. Les champignons, ça a vraiment besoin de beaucoup d'humidité. Il faut s'assurer justement que notre mycélium ne sèche pas, sinon il ne colonisera pas la bille. Puis, éventuellement, on n'aura pas de champignons au bout de la ligne. Donc, une fois que cette étape-là est faite, l'inoculation est faite, on va simplement aller déposer la bille selon les années puis selon sa variété qu'on a inoculée en dessous d'une sapinière. Puis, en fait, là, ça va rester humide. Puis, en fait, les billes vont rester là pour jusqu'à ce qu'elles soient colonisées. Ça peut prendre jusqu'à entre 12 et 18 mois à coloniser une bille, selon sa taille, évidemment. Puis, une fois ça c'est fait, certaines variétés de champignons, on peut ensuite les forcer à produire des champignons. Donc, quand la bille est bien colonisée, on prend les billes, on les trempe dans l'eau froide pour simuler l'automne, puis ça choque le champignon. Puis, ça va faire en sorte que les fleurs vont se mettre à sortir, les fleurs qui sont les beaux champignons. Puis à ce moment-là, ils sont prêts pour la récolte. Puis l'avantage, en fait, des shiitakes, c'est qu'ils sont très peu attirants pour les insectes. Le seul problème, entre guillemets, qu'on peut avoir, puis c'est très, très peu, c'est les limaces. Mais on s'installe des filets comme pour la production biologique de fruits. Là, on s'installe des filets, puis on peut éviter la majorité des désagréments d'avoir des limaces ou des petits insectes. Mais c'est vraiment super intéressant parce que justement, c'est un champignon qui est peu colonisé par les insectes. Fait que nous, ça nous facilite beaucoup la vie. L'autre méthode, en fait, c'est vraiment plus à l'intérieur. Nous, c'est vraiment toutes les étapes se font à l'extérieur. Le champignon n'est jamais à l'intérieur, sauf quand il est sous forme de mycélium dans des sacs. L'autre méthode, ça se fait plus à l'intérieur. Les billes synthétiques sont mises sur des étagères, sont placées sur des étagères. L'avantage de cette méthode-là sur billes synthétiques, c'est que c'est moins difficile physiquement. Ça prend un petit peu moins de temps. Ça permet d'augmenter un peu la production. Fait que pourquoi nous, on a décidé de le faire comme ça, même si sur des billes naturelles, comme on appelle, c'est plus difficile physiquement, c'est plus demandant en énergie, évidemment, ça peut être plus long pour la production aussi. Puis ce que j'ai oublié de dire, ce qui est intéressant par contre, c'est que la bille a une durée de vie entre 3 et 5 ans. Donc, quand j'inocule une bille, elle peut me faire une production. Donc, dans un an, elle va commencer à produire. Donc, à partir du moment où j'inocule, on attend un an. Puis après un an, cette bille-là peut me faire 3 à 5 cycles de production. Là. Donc, elle peut me produire des champignons encore 3 à 5 ans. Donc, ça, c'est intéressant. Contrairement à une bille synthétique qui va produire seulement une fois, puis après ça, il n'y aura plus de nutriments à l'intérieur. Donc, il va falloir jeter, en fait, le mélange. Puis, où je m'en allais avec ça, c'est pourquoi nous, on a décidé de le faire comme ça, malgré que ce soit plus difficile, c'est vraiment pour la qualité du produit. Ça donne vraiment un produit différent sur des billes naturelles que sur des billes synthétiques. Puis il y a vraiment des études qui démontrent que le goût du champignon varie selon le substrat sur lequel il pousse. C'est un peu la différence entre du sirop de poteau et du vrai sirop d'érable. Il y a une différence au goût. Pour les champignons, des champignons qui poussent sur billes synthétiques versus des champignons qui poussent sur du vrai bois, là, des arbres. Il y a vraiment une différence de goût. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ça. Puis, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je crois que nous sommes les seuls au Québec à le faire avec cette méthode-là. Il y a beaucoup de producteurs qui en font, beaucoup, on va mettre un bémol, là, qui font pousser des shiitakes, mais les shiitakes, ils poussent sur des billes synthétiques, donc à l'intérieur. Donc, ça se peut que le producteur ne fasse pas de A à Z, en fait, le processus, parce qu'on tout simplement, le mycélium peut être déjà inoculé dans le sac qui est la bille synthétique. Là. C'est un sac de plastique avec plein de copeaux, du sel et tout ça. Puis, il reste pratiquement juste à donner la bonne température, puis le champignon va pousser. Tandis que nous, c'est vraiment, on fait tout de A à Z. On inocule nous-mêmes, c'est ça. On inocule, on coupe nos arbres. Il y a quand même plus d'étapes, là, je vous mentirai pas.
Mais ça donne vraiment un champignon de meilleure qualité. Puis ça, j'en suis persuadée. Je dis pas que les gens qui font des shiitakes sur baies synthétiques, c'est pas bon. Au contraire, je crois que le shiitake va toujours rester un produit excellent, qu'il soit sur baies synthétiques ou sur baies naturelles. Mais je suis une grande fervente de la baie naturelle, étant donné que c'est ce que je fais. On va quand même prêcher pour sa paroisse, mais je ne veux pas et aucunement... faire croire aux gens que les shiitakes sur baies synthétiques ne sont pas bons, surtout s'ils poussent au Québec, puis c'est un produit local. Mais c'est ça, nous, on va juste une couche plus loin, quoi. Donc, c'est un peu tout pour le topo sur les champignons. Puis, on va maintenant passer au prochain segment que voici. Je suis dans la marde. Je suis dans la grosse marde. Oups. Et oui, on passe au segment « Je suis dans la merde, je suis dans la grosse merde. Oups! » Et là, je me suis rendu compte que la dernière fois, je ne vous ai même pas donné le bon nom Instagram. Shame on me. Donc, sur Instagram, tout simplement, l'agroforestière. Sur Facebook, l'agroforestière. Sur n'importe quel de vos réseaux favoris, l'agroforestière. Donc, j'ai tout uniformisé ça, en fait, pour que ce soit plus simple si jamais vous cherchez à nous joindre. À nous. Moi puis mes multiples personnalités. Non. À me joindre. Donc, je voulais vous conter une semaine de merde que j'ai eue l'été passé. J'étais vraiment découragée. Puis, sérieusement, croyez-moi pas, mais c'est vraiment ce qui est arrivé. On avait quand on a acheté la maison, mon père et moi, la maison de ferme, il y avait dans le garage un vieux 4 roues que le monsieur avait acheté, puis il fonctionnait plus. Puis on a décidé, en fait, de faire réparer ce petit 4 roues-là. Puis vous allez voir pourquoi est-ce que c'est pertinent dans l'histoire. Donc, on commence, le petit 4 roues ne fonctionne pas, on le fait réparer dans les semaines avant, les 10 événements que je suis en train de te raconter. Donc là, ce petit 4 roues marche. Après ça, donc on a comme un side-by-side, un Wildcat aussi, parce que juste un 4 roues sur une ferme, c'est comme... Un 4 roues pour nous autres, c'est comme un tracteur, là, on s'en sert à tous les jours. Là. Donc notre side-by-side, pendant que j'étais en train de barouetter des trucs, il a arrêté de fonctionner. Il démarrait plus, ça marchait plus. Donc, on a remorqué le side-by-side avec notre vieille van. Écoutez, il commence à avoir des trous dans la carrosserie, là, mais on la toffe. C'est comme quelqu'un qui prend sa retraite puis qui prend jamais sa retraite. Là. On lui dit tout le temps « Ah, va faire une année de plus, puis une année de plus. » Donc, on a remorqué notre gros 4 roues un side-by-side avec notre van pour ramener ça à notre garage. On envoie le 4 roues au réparateur. Le 4 roues revient se faire réparer. Puis, je vous dis, là, c'est dans la même semaine. Je prends le tracteur une autre journée. Je fais des trucs, puis... Bon, je suis quand même pas la plus expérimentée avec des tracteurs et tout ça. Puis, je me mets carrément dans le driveway de la maison pour ramasser des branches et tout ça. Puis, j'arrête le tracteur. Le tracteur ne repart pas. Il est dans le driveway de la maison et le driveway de la maison il est juste une auto de large, là. On peut pas passer à côté. J'ai 2 lacs en fait, j'ai un lac de chaque côté du driveway, donc c'est vraiment impossible de contourner le tracteur. Donc, mon père dit, on va le tirer avec le winch. J'ai quand même pas un très gros tracteur, là. J'ai un 60 forces, un Landini 60 forces, là. C'est quand même pas dans les plus gros, là, heureusement. Donc, on a winché le tracteur. C'est un petit peu peurant parce que le winch a une capacité maximale de 4000 livres, je crois. Fait que moi, j'étais dans le 4 roues, les pieds sur le break, avec le parc, évidemment, mais plus les breaks. Puis on a winché le tracteur pour le tasser, en fait, du driveway pour pouvoir sortir. Le tracteur, on a appelé un remorqueur pour qu'il l'emmène à un garage. Puis là... je pense le lendemain, pour vrai, la vanne, elle lâche. On est dans le bois.
On a comme un petit stationnement, si on veut, là, mais il faut quand même, on a un petit bout là, dans un sentier de bois, puis on a rentré la vanne là, puis la vanne ne repart pas. Fait que merde. Fait qu'on va chercher notre side-by-side qu'on a fait réparer genre la semaine d'avant. On remorque la vanne. Non, même pas. Le side-by-side était encore parti à ce moment-là. C'est le petit 4 roues. Ouais. Avec le petit 4 roues, on a remorqué la vanne sur le bord de la route parce que CA, je sais pas si vous saviez, mais il remorque juste sur des routes carrossables. Fait qu'il faut ramener la vanne sur la route carrossable. Fait qu'on a réussi, on a ramené ça là. On appelle CA, puis c'était l'été passé. 2020. Je vous laisse deviner qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu'on appelle CA, tout ça, le gars s'en vient. Puis un gars vraiment weird, là. En tout cas. Tout ça pour dire qu'il embarque notre auto, tout ça, puis on arrive, nous autres aussi, pour embarquer, parce que, tu sais, on n'a plus de char. Puis là, le gars dit, non, je peux pas vous embarquer à cause de... Tu sais, ça commence par C, ça finit par Ovid-19. Fait que, ouais, il peut pas nous embarquer. Sauf que là, nous autres... je suis comme à 40 km de chez nous. Je suis au milieu du bois. OK. Puis là, tu vas dire, ouais, ben, tu peux juste appeler un ami. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, il y a du monde qu'on invite à cette maison-là puis qui se perdent. Fait que, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que c'était un peu compliqué de trouver quelqu'un pour nous faire un lift. Fait que ce qu'on a fait, puisqu'il y a quand même des chemins où on pouvait passer en 4 roues. Là. Donc, on part avec le petit 4 roues qu'on a fait réparer comme une couple de semaines avant. Puis on s'en va à la maison de même. Gaz au fond, Mont-Léon. Fait qu'en dedans comme d'une semaine, on a fait réparer le petit 4 roues. Le Y4 a pété, le tracteur a pété, la vanne a lâché. Puis je commençais à être découragée. Je voulais pas vendre mes parts d'entreprise, là, mais j'étais pas loin. Mettons que c'est ça. C'est sûr que t'as déjà eu une semaine de merde de même quand tout pète, quand ça va pas bien. Fait que je t'invite vraiment à m'envoyer une de tes bad luck via mon Instagram, je répète, l'Agroforestière, ou tout simplement via la page Facebook des podcasts agricoles du Québec. Donc, c'est sûr que j'enregistre un petit peu les épisodes d'avance par rapport au moment où est-ce qu'ils sont publiés. Donc, je t'ai raconté une autre de mes bad luck tout simplement parce que je n'ai pas encore reçu de bad luck provenant de d'autres gens. Fait que, s'il te plaît, envoie-moi ça parce que je veux pas avoir une personne égocentrique puis que dans 2 semaines, pour le prochain épisode, je te parle encore d'une de mes bad luck à moi. J'aimerais ça en raconter une autre. Une qui vient d'une autre personne. Ça peut être super simple, là. Ça peut prendre 30 secondes à dire. Voilà. Fait que je t'invite vraiment à partager parce que, pour ma part, moi, je me sentais bien souvent seule quand que... quand il m'arrive de quoi, en fait, je suis comme, ouais, tout le monde a l'air... ben au-dessus de ses affaires, tout le monde ça a l'air de bien aller, puis moi, il y a rien que des bad luck, puis ça va jamais bien. Mais c'est sûr que c'est pas ça, c'est sûr. Fait que je te passe à partager le podcast aussi à tes amis du milieu agricole, parce que plus on est de fous, plus on rit, faut pas oublier. Puis dans l'épisode 3, qui est l'épisode qui va sortir au début octobre, eh ben je vais te parler d'une de mes histoires d'amour. Ouais, mais je te le dis, c'est sûrement pas ce que tu penses. D'ici là, oublie pas que c'est en se plantant qu'on devient cultivé. Et c'était un autre épisode de...